Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Stéphane. Salut Stéphane. Salut François-Joseph. Tu vas bien? Ouais, très bien, très très bien. Bon, ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas croisé. L'autre jour, j'ai croisé un de tes posts sur LinkedIn qui avait été partagé Ouais, par Richard Menveux, si ma mémoire est bonne, qu'on salue. Je vais te laisser parler de ton aventure entrepreneuriale qui s'appelle Influence for You et puis ouais. de comment tu l'as construit et de où est-ce que tu en es aujourd'hui. Eh ben écoute, avec plaisir. Ça fait longtemps, hein. J'ai commencé en 2010 l'aventure, donc 14 ans. Pour la petite histoire, j'ai commencé dans l'e-commerce de jeux vidéo, donc rien à voir. Et c'est un site qui s'appelait Gamoniac. Et 2 ans après le lancement, il y a un YouTuber qui a fait un tweet, et avec un tweet, il a fait sauter notre serveur, et on s'est dit waouh, il se passe des choses bizarres dans ce monde. On va faire tout notre marketing avec des YouTubers de jeux vidéo. Donc ça marchait bien. Ça nous a permis de comprendre ce nouveau média et on s'est dit, bah, en fait, le marché, il n'est pas tellement dans l'échange de jeux vidéo, d'autant que ça va être dématérialisé et qu'il faudra qu'on pivote à un moment. C'est plus dans ce nouveau média qui est l'influence marketing sur YouTube. Donc, on a décidé en 2012 de monter une agence qui mettait en relation les marques avec les YouTubeurs. Assez vite, on est allé dans l'univers de la beauté aussi. Et donc, depuis 2012, on a créé Influence for You avec mon frère, agence d'influence marketing. En Comment au départ, 2015, on s'est dit, ouais, pourquoi tu lances au départ déjà un site e-commerce sur les jeux vidéo? Il y a quelque chose de spécial? C'est une passion ou? non, c'est un jour mon frère, on était en train de dîner, il me dit, écoute, il y a Netflix qui existe aux États-Unis, c'est marrant, ils envoient des jeux, pas des jeux, des films par la poste, et on reçoit son CD, son DVD et on le renvoie. C'est vachement intelligent comme modèle d'abonnement. Faut qu'on fasse le Netflix du jeu vidéo. Et je dis, ah, banco, on y va. Ça m'intéressait. Comme j'avais 13 ans de plus que lui, bah, j'ai dit, je suis plus âgé, moi je quitte ma boîte, on y va, mais je veux deux tiers, un tiers. Donc voilà comment on a démarré. Lui il sortait d'école, il a dit, ah ouais, super, bah on y va, tu vas m'apporter beaucoup. Et donc bah, il y avait son idée et son envie, et de mon côté un peu plus d'expérience que lui. Et puis on est parti ensemble comme ça. Mais allez, j'étais pas un gamer fondamentalement, hein, à part FIFA. Le jeu vidéo m'a jamais fondamentalement intéressé. Ce qui m'intéressait, c'était le modèle économique sur abonnement et l'envie de créer quelque chose avec mon petit frère. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et pour finir sur Influence for You, si je reviens dessus, donc agence d'influence, puis on s'est dit, ouais, mais bon, faut mesurer tout ça, faut apporter de la data. Et donc on va créer un SaaS nos clients. Et on a créé une technologie en 2015. On était la première technologie d'influence marketing à l'époque. Et j'ai toujours eu une agence et une plateforme, ce qui en fait, avec du recul, est une très mauvaise idée. Parce que c'est deux modèles différents, agence et plateforme. Il faut choisir. J'ai jamais su choisir jusqu'à ce que je plante l'agence et que, contrainte et forcée, je sois contraint de vendre l'agence pour sauver la boîte. Ce que j'ai fait. Et donc maintenant, on n'est plus qu'une techno et c'est très bien et c'est ce que j'aurais dû faire depuis très longtemps. Bon, on va revenir sur tout ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience justement que ce mix techno-service n'était pas bon et pourquoi t'as pas pris cette décision avant? J'ai pas pris ces décisions pour l'argent, parce que c'est facile quand on est une agence, quand on te donne plein d'argent, on te dit «Ouah, super, tiens, et voilà, et voilà, et voilà», et là tu regardes l'argent passer, tu dis «Je sais qu'il faudrait pas que je fasse de l'agence parce que mes actionnaires m'ont demandé de faire de la techno et parce que je suis meilleur sur la techno et qu'il faut pas faire de l'agence», mais d'un autre côté, quand on te donne de l'argent, et ben tu le prends. C'est Et naturel. donc tu dévoies ta stratégie à l'aune du profit, on va dire. Et c'est une erreur que j'ai faite et que je déconseille à tout le monde parce que ça te retombe dans la figure. Et le jour où tu as un ou deux gros clients qui partent et que tu plantes l'agence, et ben tu te dis mais pourquoi est-ce que j'ai pas écouté mes actionnaires, ou pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Donc voilà, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, par vénalité ou tout simplement, tu vois, par facilité. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les grandes étapes de justement de Influence for You entre 2012 et maintenant? Donc tu comprends qu'en fait que le YouTube va changer, enfin YouTube et Twitter et les influenceurs vont changer le game. Comment en fait tu structures la boîte? Comment tu recrutes tes premiers influenceurs? Est-ce que c'est des influenceurs in-house? Est-ce que c'est des panels? Comment ça se passe? Quel est le business model?
Dans la chaîne de valeur, il y a plusieurs acteurs dans l'influence. Il y a les influenceurs, il y a les agents d'influenceurs, les agences d'influence et les agences de communication. Et tout le monde s'empile un peu. Euh, on pouvait pas tout faire. Et il y a les technos en parallèle de tout ça. On pouvait pas tout faire et on a essayé de faire un peu agent d'influenceur, mais c'est un autre métier, donc on a décidé de ne pas le faire. Donc on est parti vraiment en étant hyper spécialisé et du côté conseil pour aider les boîtes à comprendre ce que c'était que l'influence et comment le faire bien, mais sans gérer d'influenceurs. Donc on n'avait pas d'influenceurs chez nous, on travaillait par contre avec les influenceurs et leurs agents pour monter des opérations. Euh, voilà le positionnement qu'on a choisi, plus la technologie que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'on avait besoin de mesurer. Donc on avait, hélas, deux activités qui n'avaient pas les mêmes métriques, mais on est parti sur ce double choix qui n'était pas assez. Il aurait fallu en faire un seul. Et du coup, pour bien comprendre, toi, ton client, c'est qui exactement? Et tu vends quelle promesse quand tu vas le voir justement avec ces 2 business models? À l'époque, donc j'allais les voir et je disais, mon client c'était l'annonceur dans la plupart des cas ou son agence de communication globale. Et je leur disais, avec nous, on va vous faire la reco, trouvez les meilleurs influenceurs. Et comme on n'est pas agent d'influenceurs, on peut trouver tous les influenceurs du monde. On n'est pas jugé parti en train de vendre un panel d'influenceurs. Et on va monter l'opération pour qu'elle soit efficace euh, et qu'on vous garantisse les KPIs qu'on vous a vendus quand on fait une recommandation. Donc voilà. Et si jamais vous voulez le faire tout seul, comme des grands, bah, ça tombe bien, on a l'outil pour que vous puissiez le faire tout seul, sans passer par nous. Et donc on avait cette double approche, on écoutait le besoin du client et des fois on leur vendait l'outil, des fois on leur vendait la prestation globale. Donc c'est comme ça qu'on attaquait le marché. Ouais. Et du coup, vous êtes monté à peu près à quelle taille de boîte quand vous On étiez au était maximum? 40, 40. on était 40, ouais. Il a fallu combien On de était temps pour 40, atteindre ce rythme-là? bah, ça a mis du temps, hein, depuis 2012, on va dire, jusqu'à 2022 où on était 40. Bah voilà, ça fait 10 ans. Donc c'est pas une croissance fulgurante. Il y a d'autres acteurs qui ont cru beaucoup plus vite que nous, qui ont été meilleurs. Nous, on est resté à une taille, on va dire, raisonnable. Après, aussi sans doute parce qu'on avait cette double activité, on savait pas trop sur quel pied danser, et donc c'est aussi ce qui nous a posé problème, je pense. Est-ce qu'il y a des clients qui vous ont fait passer des caps, qui vous ont imposé de vous structurer d'une certaine façon, ou est-ce que ça a été quelque chose d'assez linéaire? Ouais, on avait un client qui nous avait demandé d'organiser le plus gros événement influenceur du monde, par exemple. Donc on avait recruté 15 personnes d'un coup, on avait mis une task force, on avait commencé, et au bout de 5 mois, il nous dit, ah bah finalement non, on n'est pas prêt, parce que le principe c'était, ils avaient construit une île, c'était un croisiériste, ils avaient construit une île et ils voulaient faire venir à peu près 3000 influenceurs du monde sur cette île. Et puis l'île n'était pas prête, donc ça s'est pas fait. Et en plus, heureusement, parce que la date de l'événement, c'était le début du Covid, donc de toute façon, on aurait tout planté. Voilà. Mais ça nous a fait passer un cap parce qu'on a dû organiser des équipes et se développer à l'international, ça c'était intéressant. On avait aussi un gros client dans l'entertainment, plateforme de streaming vidéo, euh, avec laquelle on a beaucoup travaillé. C'était plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros par an d'accompagnement pour les aider à communiquer sur leur série. Là aussi, beaucoup d'exigences. Donc ça nous fait passer des caps. Et souvent, quand on est une agence, on passe des caps avec les clients. Et quand on est une techno aussi, mais là, ce sera pas des caps, on va dire, de structuration et d'organisation d'équipe. C'est plus des caps de j'ai besoin de telle ou telle fonctionnalité. Par exemple, là, on travaille avec certains clients qui nous disent j'aimerais bien savoir tout ce qui se dit dans le contenu de toutes les vidéos de tous les influenceurs pour savoir s'ils ont parlé de moi en mal il y a 5 ans, par exemple. Et donc, on fait aujourd'hui du speech to text. Donc, on analyse toutes les vidéos de tous les influenceurs, on récupère ce contenu. Et demain, ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA, c'est quand je fais une reco, je vais pouvoir faire la reco à l'aune de tout ce qu'a dit l'influenceur dans toutes ses vidéos. Et donc, ça devient comme un hyper chef de projet qui a vu toutes les vidéos de l'influenceur. Et ça, c'est de la technologie qu'on met en place. Et ça part de demande de clients aussi. Mais c'est pas exactement le même type d'approche. D'un côté, on structure la boîte. De l'autre côté, on structure plutôt la techno Ouais. quand on est une technologie. C'est vrai que du coup, c'est très difficile de faire, de développer dans la même boîte les deux approches.
Bah, d'un côté, on a des modèles économiques où on va être sur la créativité, sur le process commercial de reco, et après on est sur du TJM et de voir comment est-ce que on s'assure qu'on garde sa marge et qu'on fait pas trop de surqualité, qu'on respecte les jours vendus. Et de l'autre côté, ça a rien à voir. Là, on va parler de nombre de clients, ARR, MRR, churn. Et donc, c'est pas du tout le même langage, quoi. Il y en a un qui parle allemand, l'autre qui parle français. Et avoir ces deux activités, c'est pas simple. D'un côté, en plus, on investit en techno. De l'autre côté, on va plutôt être en recrutement, formation. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Tu as levé des fonds dans l'histoire d'Influence for You. Comment tes actionnaires, justement, voient la coexistence de ces deux entités au sein du même groupe? Bah, on a levé plus de 3 millions. Les actionnaires nous ont toujours dit, nous, si on investit, c'est sur la techno, parce que c'est ce qui est scalable et ce qui permet de se développer. L'agence, ça ne nous intéresse pas. Et malgré tout, comme je disais tout à l'heure, bah, quand l'argent vient, on le prend et les actionnaires sont quand même contents que on ait une forte croissance, qu'on fasse plusieurs millions de chiffre d'affaires, qu'on soit rentable et tout ça grâce à l'agence. Donc ils ont pas craché dessus, même s'ils nous ont dit allez sur la techno et sur la techno. Et en fait, il y en a certains qui disaient non mais arrêtez l'agence et bon d'autres qui disaient on continue quand même parce que c'est bien et on l'a pas fait. Donc on n'a pas fait ce choix-là. Et donc le jour où j'ai perdu des gros clients, l'agence a planté, l'ensemble a planté et donc j'ai dû mettre moi la boîte en sauvegarde il y a un an. Parce que sauvegarde, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un redressement judiciaire. Dans l'ordre, c'est la boîte va bien. Si elle va pas bien, vous la mettez en sauvegarde. Si elle va vraiment pas bien, ça passe en redressement. Et si elle est morte, c'est liquidation. C'est un peu les étapes. La différence, c'est que la sauvegarde, c'est à l'initiative du dirigeant. Donc c'est moi qui ai décidé la sauvegarde. Et pour être en sauvegarde, faut pas être en cessation de paiement. Donc faut être capable, faut dire au juge, non mais je pourrais payer tout le monde, mais je sais que je vais dans le mur ou que c'est dangereux. S'il vous plaît, monsieur le juge, c'est moi qui fais la demande au juge. Euh, j'ai besoin que vous me mettiez en sauvegarde. Ça permet quoi? Ça permet de geler toutes les dettes à un jour J. Le 4 décembre 2023, toutes nos dettes ont été gelées. Euh, le temps qu'on sort de la sauvegarde, on n'a pas le droit de les payer. Je ne pouvais pas payer des fournisseurs à qui je devais de l'argent, ou l'État, ou l'URSSAF, ou les PGE, et je l'ai fait surtout pour les PGE, qui dataient d'avant le 4 décembre. Et ça nous a permis de nous remettre à flot, de restructurer, de vendre l'agence. On a vendu l'agence pour se concentrer cette fois-ci à 100% sur la technologie. Et là, j'attends le jugement, mais ça fait pas trop de doute sur lequel je vais pouvoir sortir de la sauvegarde au bout d'un an pour devenir une boîte normale, puisque j'ai pu restructurer et je vais pouvoir cette fois-ci maintenant reprendre les paiements des fournisseurs de mes dettes URSSAF et de mes PGE, mais cette fois-ci avec aussi un étalement de ces remboursements. C'est-à-dire que le PGE, le rembourser sur 3 ans, bah là, d'office, ça fait partie de mon plan de reprise, de continuation, je vais les étaler sur 9 ans. Et donc, c'est vrai que des boîtes qui sont acculées en termes de trésorerie, la sauvegarde est intéressante parce que ça permet de se restructurer et de réétaler les dettes qu'on peut avoir. Donc nous, ça a été salvateur. Si j'avais pas demandé la sauvegarde, je pense clairement qu'on aurait planté la boîte Tu allé à la aujourd'hui. cessation des paiements, en fait. Ouais, c'est ça, cessation des paiements, passage en redressement judiciaire et après sans doute en liquidation. Parce que là, ça a permis de vendre l'agence, de se concentrer sur la techno, de réduire la structure de coûts pour être rentable. Donc ça, c'est ce qu'on a permis de faire et de repartir sur un business model simple et clair, quoi. Comment tu as pris cette décision d'aller en sauvegarde? C'est tes actionnaires qui t'en ont parlé? Tu t'es fait conseiller? Euh, J'en ai parlé aux actionnaires. Après, c'est pas vraiment connu en fait cette procédure de sauvegarde. On n'en parle pas, c'est un peu honteux. Donc c'est aussi pour ça que moi je l'ai posté sur LinkedIn. Je l'ai dit clairement. D'ailleurs, chaque fois que j'en ai parlé, mes posts ont fait plusieurs centaines de milliers de vues, donc c'est vraiment que c'est intéressant. Mais j'en avais un peu entendu parler. Après, tu vas sur Internet, tu regardes comment ça se passe, et puis tu vois que c'est pas si compliqué que ça. Il y avait d'autres procédures qui étaient, par exemple, la médiation pour essayer de renégocier ses PGE. C'était trop long, c'était trop compliqué, il fallait mettre tout le monde d'accord, les différentes banques et tout. Non, la sauvegarde, au moins, c'est simple. Tu vas devant le juge. S'il dit c'est bon et que tu prouves que c'est la bonne solution pour la boîte, ça te gèle toutes tes dettes et ça te permet de te redresser. Et donc, comment j'y suis allé? Bah, j'ai vu que, au vu de mes prévisions, en gros, j'avais 6 mois devant moi
Et c'était pas assez pour restructurer mes équipes à être en sous-charge de travail, et donc j'allais perdre beaucoup d'argent. Et donc c'était la seule solution en fait. Donc c'était un peu contraint et forcé que j'y suis allé, mais c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre et tant mieux. Et je pense que c'est une très 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 bonne procédure en France que d'avoir ce type de mécanique. Ça existe aussi dans d'autres pays, mais ça, enfin pour nous, ça nous a sauvés, ça a été très bien. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas en fait la sauvegarde, donc tu vas devant le juge, un mois après à peu près, tu as une audience. À ce moment-là, le juge l'accepte ou la refuse, il est pas obligé de l'accepter. Si tu passes en sauvegarde, il nomme trois acteurs clés. Le premier, c'est l'administrateur judiciaire qui va surveiller que tu ne payes pas des dettes d'avant la date de ta sauvegarde, notamment, et que tu fais pas d'actes de gestion qui ne vont pas. Donc c'est juste de la surveillance. Mais maintenant, tu dois quand même lui prouver que chaque euro que tu le sors à bon escient. Tu as le mandataire judiciaire qui, lui, va s'assurer que ton passif est réel et va contacter tous les gens à qui tu dois de l'argent pour vérifier que tu leur dois de l'argent et aussi valider ton plan de remboursement après ta sauvegarde. Et tu as aussi le juge commissaire qui, lui, valide ce que tu peux faire qui n'est pas de l'exploitation classique. Par exemple, nous, on a vendu notre agence. On a dû passer par le juge pour ça, pour qu'il valide la transaction. Et notamment, il y a eu un appel d'offres public qui a permis de, de vendre l'activité. Donc, c'était assez procéduré. Donc, c'est très, très lourd dans le sens où c'est beaucoup, beaucoup de boulot pour le dirigeant. C'est beaucoup de stress aussi. Parce que tu te dis, je rentre dans une procédure légale et tu dis, est-ce que je vais pas faire d'erreur, de bêtises? Tu risques beaucoup de choses en tant que dirigeant. Si ta boîte plante, t'as pas le droit au chômage. On avait quand même à l'époque une trentaine d'emplois qui restaient et qu'il fallait sauver. Tes actionnaires, moi j'ai des dettes morales envers eux, donc en gros je veux pas les planter parce qu'ils m'ont fait confiance, donc je leur dois de me battre pour eux. Tes fournisseurs, tu leur dois de l'argent, comment tu fais en sorte de pas planter la boîte pour les rembourser? Et chez nous, dans les fournisseurs, il y avait des influenceurs. Donc, comment expliquer aux influenceurs qui vont pas être payés tout de suite? Euh, Tous les influenceurs ont été adorables avec nous, nous ont dit on comprend, voilà, sauf un qui a pu râler un peu sur les réseaux sociaux, mais après ça s'est bien fini et très bien, on a géré. Donc c'est très stressant comme activité. En plus, tu as plus de contrôle. Ça te défocus un peu de ton activité au quotidien parce que tu dois gérer cette procédure. Comptablement, tu dois quand même pas mal de papiers. Quand tu présentes un dossier devant le juge, il fait une trentaine de pages, mais il faut que tu justifies, tu fasses un arrêté en milieu d'année, quoi, pour dire à aujourd'hui à combien j'en suis, combien j'ai précisément, et c'est pas si évident. Et puis en plus, moi, ma femme était enceinte et elle allait accoucher d'un jour à l'autre. Enfin, elle a accouché un mois après le lancement de la sauvegarde, donc c'était assez stress comme période pour moi. Et je suis très content d'avoir redressé la barque et de m'en être sorti et de redevenir une boîte normale et de me dire, j'ai planté personne, tout le monde a retrouvé du boulot et on va pouvoir repartir de plus belle et je vais rembourser tout le monde comme c'était prévu. Donc, c'est une vraie satisfaction personnelle. Euh, voilà. Après, c'est vrai que dans ma vie, c'est pas, j'ai aussi fait des erreurs. La boîte, elle est montée assez haut. On m'a fait des propositions de rachat à plusieurs millions, voire limite dizaines de millions d'euros. J'ai refusé. Euh, bon, parce que je me disais, on va encore aller plus haut. En l'occurrence, finalement, j'ai failli tout perdre, quoi. Ça fait des bons sujets à aborder maintenant. J'ai tout de suite une première question qui me vient. Tu as parlé justement du fait que vous étiez séparés de l'activité agence. Comment t'organises justement, comment t'en viens à prendre cette décision alors que c'est quelque chose qui vous génère du cash, qui vous génère de la trésor, qui génère peut-être pas un asset, mais qui génère de la trésor. Comment t'en viens à prendre cette décision de te séparer d'un flux de trésorerie important? Et du coup, comment tu l'organises quand tu es justement en procédure de sauvegarde par rapport à cet appel d'offres dont tu parles? Et comment tu choisis en Alors, fait de repreneur? au moment où on a vendu, l'agence n'était plus rentable puisqu'on avait perdu quelques clients et donc c'était plus une source de perte d'argent. On avait des équipes super, super expertes qui avaient une vraie valeur, mais on n'avait plus le portefeuille de clients en face, et donc c'était important qu'on la vende parce qu'on n'avait pas de quoi financer les 6 prochains mois les effectifs qui allaient plus avoir d'activité. Donc la décision, elle a été faite sur un volet purement économique. Elle aurait dû être faite en amont sur le volet stratégique, comme j'expliquais tout à l'heure. Ça n'a pas été fait.
Donc bon bah ça finalement ça s'est fait euh, parce que c'était nécessaire quoi. Voilà. Mais avec du recul, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Et du coup, cette procédure de cession qui est un appel d'offres, comment tu t'assures d'en tirer la meilleure partie? Qui c'est qui le porte? Qui c'est qui le gère? Est-ce qu'il y a l'équivalent d'une banque d'affaires pour le gérer? Alors en administrateur, enfin dans cette procédure, c'est une procédure légale, donc l'administrateur crée une data room, me demande la liste des gens qui pourraient être intéressés du secteur, envoie un message, comme une banque d'affaires, hein, c'est de la même façon, dire voilà, Influence for You est à vendre, enfin l'agence, la partie agence uniquement est à vendre. Voilà, si vous voulez en savoir plus, signez un NDA. S'ils signent le NDA, ils ont après accès au dossier que j'ai dû constituer. Là, il n'y a pas de banque d'affaires, c'est moi qui le constitue parce que ça doit aller vite. C'est très succinct, c'est très axé aussi sur les gens que vous reprenez, parce que là, en fait, on vendait un fonds de commerce, donc t'as pas le passif, t'as pas tout ça, t'as juste un portefeuille client et des équipes expertes. Et donc, c'est en gros combien chaque personne est payée, même si tout ça c'est anonymisé, la personne sait exactement la masse salariale qu'elle reprend, les postes, voilà, donc c'est extrêmement simplifié. C'est envoyé comme ça à plusieurs personnes. On avait une cinquantaine de personnes intéressées quand même sur le process. Finalement, on a dû avoir quatre ou cinq offres, euh, trois sérieuses, et derrière, le juge, le mandataire, l'administrateur et moi-même, enfin, on en a discuté et on a validé une des offres euh, qui a été acceptée. Et après, derrière, bah, c'est vendu, c'est acté, il y a juste le papier de cession à faire et puis les équipes partent. Mais c'est très rapide, quoi. Mmh. Mais du coup, tu as quand même voix au chapitre pour donner ton avis sur le repreneur potentiel. Oui, mais par contre, tu peux pas dire non. Dans le sens où tu t'exprimes et globalement c'est assez facile, ça va, c'est parce que sur les dossiers il y a généralement pas mal de consensus. Faut pas croire que le juge il est dans le même sens que ton intérêt. En gros, c'est obtenir la plus. Il y a des critères. C'est un, préserver l'emploi au maximum. Deux, obtenir la plus grosse valeur et tout ça avec le maximum de garanties sur la durée. Donc l'acheteur, il s'engage à reprendre tant de personnes, il choisit le nombre de personnes qu'il veut, s'engage à ne pas licencier en licenciement économique pendant tant de temps. Mais globalement, ça se fait bien. Le seul inconvénient, c'est que tu peux pas trop faire monter les enchères parce que les gens savent que tu es en sauvegarde et que grosso modo, l'acheteur est en position de force. Maintenant, comme c'est un process concurrentiel, ça permet quand même un peu d'équilibrer. Donc euh, voilà, c'est intéressant de savoir qu'il y a ce type de procédure dans le cas d'une sauvegarde où on peut vendre une partie de l'actif sous contrôle du juge commissaire. Toi, ça t'a pris quelle charge de travail de piloter en plus cette partie-là? C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Je veux dire, quand tu es entrepreneur, quand tu as des choses à faire comme ça, tu vas bosser 70-80 heures par semaine pendant 2 mois parce que c'est nécessaire et c'est ta vie qui en dépend. Enfin, ta vie. Enfin, bah, ta boîte et on va dire une partie de ta vie qui en dépend. Donc, tu fais le nécessaire. Euh, voilà, t'es contraint. C'est obligé. Mais ça te défocus quand même de ton activité de base. Mais comme c'est très contraint dans le temps, c'est quelques semaines, voire mois, finalement, ça passe assez vite. C'est des grosses charges de travail, des grosses pressions. Mais après, une fois que c'est passé, quoi. Tu vois, t'as une date d'échéance et c'est fini. Et du coup, tu nous as dit que tu avais eu des propositions de rachat avant. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était des process que toi, tu avais été sollicité, puis finalement tu as décidé de pas avancer? Des personnes qui sont venues assez naturellement par rapport à la désirabilité que tu avais créée de Influence for You? Il y avait un peu de tout. Il y avait des gens qui nous contactaient directement et on discutait. Et puis voilà. Et puis on a quand même lancé un process. Bah, sur lequel on a refusé parce que, enfin, on a refusé les offres parce qu'on pensait on pouvait tirer plus de valeur et qu'on avait plus de potentiel. Voilà. Bon, avec du recul, peut-être qu'on aurait dû accepter, mais maintenant que c'est redémarré, que ça va bien et que je suis aligné, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On a l'un de nos concurrents qui a été dans une situation très similaire et ils viennent d'être vendus récemment. Et c'était, je pense, vraiment la même logique, c'est-à-dire un haut.
Et puis ensuite, cassage de figure pour des raisons diverses. Et d'un autre côté, le dirigeant, avec beaucoup d'abnégation, dit ok, j'y vais, je me sépare de l'agence, je reste sur la technologie et je cravache et j'aligne tous les process et je redémarre. Et 4 ans après, c'est une énorme success story et je revends la boîte très cher. Donc voilà, c'est un peu mon modèle. Je sais pas si j'aurai autant de talent que le dirigeant de cette boîte, mais voilà, je me l'espère en tout cas. Et puis C'est ce qu'on te on souhaite. verra. Et puis aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'après ces périodes qui étaient vraiment très très difficiles, j'ai vraiment le sentiment de remettre les mains, de repartir pas de zéro, parce qu'on est 10 aujourd'hui, donc c'est pas non plus une boîte qui redémarre de zéro. Puis on a une techno dans laquelle on a investi plusieurs millions d'euros, mais je m'amuse quoi. Maintenant, je suis en contact avec des clients, alors qu'avant j'étais finalement assez peu. Tu gères l'opérationnel, mais plus tellement tes clients, plus tellement ton produit, tu as délégué tout ça. Maintenant, c'est moi qui suis aux manettes et c'est un peu un plaisir d'avoir ça. Et je sais pas si j'ai envie de retrouver dans une boîte avec 40 personnes aujourd'hui. Du Même si coup, c'était là, bien, hein, mais ouais. je m'éclate plus maintenant, quoi. Donc c'est bien, tu as retrouvé du sens en repartant en downsizing la boîte, tu as retrouvé du sens et de l'intérêt. Mais du coup, ce SaaS que tu proposes, cette techno, qu'est-ce que elle fait réellement et quelle est la vision que tu travailles en fait à travers ce produit? Influence for You, c'est donc un logiciel SaaS qui permet à des marques essentiellement ou des agences, des grandes entreprises ou des petites, de trouver les bons influenceurs, de gérer leur campagne et de mesurer l'impact de leur campagne. Et que ce soit des top influenceurs ou des micro-influenceurs. Et donc, on a un outil un peu comme un Salesforce de l'influence, si tu veux. On donne accès à tous les influenceurs du monde, donc 275 millions de profils. On, on permet de faire vraiment de suivre toute son influence de A à Z facilement. C'est un outil qui est hyper complet et hyper simple en même temps. Euh, voilà. Et donc, on est sur des offres aujourd'hui qui varient entre quelques centaines et 2 000 € par mois. Ça dépend de l'offre que tu veux. Donc bon, tu composes un petit peu à ta sauce. Et les tarifs sont d'ailleurs disponibles sur le site influenceforyou.com et les modules aussi. Voilà ce qu'on propose. Donc une petite marque peut faire de l'influence avec notre outil et un grand groupe peut aussi gérer toute son influence avec notre outil. Et du coup, comment dire, vos clients, c'est des Français, c'est des Européens, c'est international. Comment vous structurez justement votre go-to-market aujourd'hui, juste sur cette partie-là? Notre plateforme est en 7 langues, donc elle est clairement internationale aujourd'hui. Après, nos actions marketing sont essentiellement en français, plus un peu d'anglais, espagnol et un peu d'allemand. Mais 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est fait avec des entreprises françaises. On va avoir l'Office du tourisme d'Espagne ou des clients, des marques de food aussi en Espagne. On est assez bon en Espagne comme pays. Nos pays privilégiés, c'est bon, France, Espagne, Italie et Portugal, Brésil. On est plutôt Europe du Sud. Parce D'accord. que dans notre outil, on donne accès à tous les influenceurs du monde, mais on a aussi un côté marketplace qui nécessite que les influenceurs s'inscrivent pour postuler à des campagnes. Et donc cette marketplace, on a 250 000 créateurs, dont 110 000 en France. Le reste, c'est d'autres pays, dont à peu près 35 000 en Espagne, par exemple. Donc ça montre un peu un périmètre géographique qu'on peut avoir. Mais notre focus est quand même essentiellement français aujourd'hui, parce que on n'a pas non plus les équipes pour faire de l'international, mais ça fait partie des évolutions qui sont prévues en 2025 euh, les deux axes, c'est l'évolution internationale qu'on avait développée mais qu'on doit reprendre avec les équipes qui vont en croître, et la partie intelligence artificielle, euh, parce qu'on croit beaucoup dans le fait que ça peut être une vraie aide pour les marques de collaborer avec les bons influenceurs. Mais il faut le faire d'une façon intelligente, c'est-à-dire que c'est beaucoup de réflexion et d'investissement sur l'intelligence artificielle. Juste mettre un petit prompt ChatGPT pour dire quelles sont mes idées de brief sur l'influence. On l'a déjà fait, hein, ça marche, c'est déjà en ligne, mais c'est pas ce que j'appelle une intégration avec l'intelligence artificielle. C'est pas ça. Non, c'est la couche de base que tout le monde peut faire. J'imagine que ce que tu veux dire, c'est de quelle façon l'intelligence artificielle transforme le métier et transforme l'analyse de l'influence et de l'impact de l'influence.
C'est ça, exactement. C'est en gros aujourd'hui quand une marque veut faire de l'influence, elle fait soit appel à une agence et la compétence des chefs de projet, soit elle dit je l'ai en interne et je prends les outils. Demain, le paradigme c'est bah, en fait je vais prendre un outil parce que si j'ai pas la compétence, c'est l'intelligence artificielle qui me l'apportera. Et donc ce seront des super chefs de projet en fait. Comment est-ce que l'intelligence artificielle devient un super chef de projet? C'est un peu ça l'idée. Heu, voilà, donc on va faire gagner beaucoup de temps, d'impact à toute la chaîne de valeur sur l'influence marketing. C'est la vision qu'on a en 2025. Tu te fixes, du coup, quoi comme objectif sur 2025 en termes de taille, de nouveaux clients, de médailles, d'objectifs, personnels? Je pense qu'on va rester sur une petite boîte. Je veux dire, objectif, c'est, d'arriver à une quinzaine de personnes en 2025 pour gérer notamment l'international et suivre la croissance du nombre de clients. Parce que, bah, faut aussi apporter un vrai support client au personnel, donc on a besoin de ça. Maintenant, l'intérêt du SaaS, c'est que si tu triples ton chiffre d'affaires, tu vas peut-être augmenter tes effectifs de 10%, quoi. Donc c'est des métiers qui, bah, tout le monde le sait, hein, les SaaS, c'est des beaux métiers. Une fois que tu as atteint ton point mort, tu as des rentabilités énormes et c'est pour ça que les valos sur les SaaS sont très importantes parce que c'est vraiment ce qui peut scaler très facilement. Qu'est-ce que, comment dire? Par rapport à cette transformation-là, comment tes actionnaires t'ont aidé à l'opérer? Ou est-ce que tu t'es senti un peu seul, face à tous ces changements-là? Non, ils ont été très, comment dire? Heu, Très amicaux et très supportives, de la période qui était difficile parce que, bah, quand tu perds des gros clients et que derrière tu es obligé de ta boîte est en danger, c'est pas forcé enfin, c'est pas que de ta faute aussi, même si ça l'est beaucoup, tu pas été assez bon, bon bref. Mais ils ont été très supportifs et maintenant que la boîte est sauvée, au contraire, très reconnaissant en disant: «Bon, tu tout fait pour». Donc c'est un vrai plaisir de bosser avec eux. Ils ont même remis de l'argent parce qu'on a refait une petite levée de fonds pour, faire un bridge encore et continuer à réinvestir en techno et donc ils ont confiance derrière, malgré, les très hauts et les très bas qu'on a connus. Donc ça fait plaisir, d'avoir des actionnaires qui me suivent comme ça. Ils sont pas du tout, «Tu m'avais dit que, ah mais on a refusé une offre, à tant de millions, maintenant on en est là, on aurait dû y aller». Non, en fait, on est tous ensemble dans le même bateau et heu, j'ai des actionnaires qui sont géniaux, quoi. Bon, on va pas leur rendre hommage. Ouais, ouais, tout à fait, clairement. Du coup, on comprend que tu veux rester sur une petite boîte. Il y a des canaux, que tu actives pour, déployer, la marque, et acquérir des nouveaux clients? Ou, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel c'est encore toi qui le portes ou c'est de nouveau toi qui le portes? J'ai externalisé le marketing, j'ai externalisé la prise de rendez-vous. D'accord. Enfin, quand je dis le marketing opérationnel, c'est-à-dire que le marketing stratégique, on fait beaucoup d'études, et tout ce qui est, service à valeur ajoutée, c'est moi qui le porte. heu, En grande partie, mais tout ce qui est, en gros, faire les posts LinkedIn, faire les posts Insta et cetera, c'est externalisé. Hem, la prise de rendez-vous aussi, et donc maintenant, ce qu'on fait en interne, c'est, bah, le commercial, vraiment, bas de funnel et surtout le support client, ça c'est essentiel, l'onboarding, le support client et après on se concentre beaucoup, beaucoup sur la techno. Mmh. D'avoir, externalisé ces 2 compétences, heu, ça te permet de gagner en efficacité, ça te permet de gagner en coût, ça te et ou c'est une façon en fait, de bénéficier de quelqu'un à temps partagé? C'est l'expertise et du coup, clairement, ça permet aussi de tailoriser et de se dire: «Tiens, je suis pas bon pour tout faire. Je vais me concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, au sein des équipes». Donc j'ai des experts du support client, j'ai des experts du commercial et j'ai des experts du produit et on fait pas tout, en fait, parce que j'ai vu que c'était, c'était bien de vraiment, se focaliser sur la structure, la stratégie de la boîte et aussi sur des micro-tâches. Donc, non, c'est une très bonne chose d'externaliser tout ça. C'est des prestataires locaux, ça se passe comment en fait? C'est des freelances? Ouais, c'est des freelances, ouais. Bon, je pense que c'est un conseil que beaucoup, aimeraient avoir de s'appuyer sur des freelances pour certaines tâches, qui peuvent paraître de temps en temps,
lourde et en tout cas qu'on peut pas forcément paralléliser dans son équipe. Oui, et puis surtout que c'est facile de dire à un freelance, écoute, tu me fais un post LinkedIn par jour plus 2 newsletters par semaine, adaptés, calibrés. C'est simple comme tâche. Après, faut contrôler et puis de temps en temps, on fait des ajustements. Mais c'est de l'industriel, quoi. C'est du taylorisme. Et quand on est capable de tayloriser sa boîte, ben, on va finalement plus vite. Ah, on est C'est peut-être un peu moins créatif, mais ça va plus vite, quoi. pour moi, une boîte, enfin, ce qui fait la différence entre un artisan et une entreprise, c'est de quelle façon la boîte est processée, hein, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, bah, ça y est, j'ai perdu la question. À chaque fois, ça m'arrive dans un épisode de podcast, c'est une question qui saute. Mais on va passer sur un autre sujet, du coup. Et je reviendrai certainement sur cette question. Toi, dans toutes ces hauts et ces bas, quels ont été les plus grands apprentissages que tu as eu sur toi et sur ton, on va dire, ton rôle d'entrepreneur? Bah, tu l'as dit dans ta question, en fait, des hauts et des bas, bah, t'en as. Et donc, il faut être hyper résilient. C'est juste ça. Moi, j'ai cette faculté-là de se dire bon bah ok, je me bats, ça marche pas, j'ai planté un truc, c'est pas grave. Je vais pas me morfondre sur le fait que j'ai pas été assez bon, que j'ai pas pris le chèque au moment où il fallait. C'est pas grave. On fera mieux la prochaine fois. On apprend des erreurs. Donc je pense que un entrepreneur qui est résilient et qui va se prendre des claques parce qu'il se prend toujours des claques, mais qui apprend des claques qu'il prend, bah, il y a pas mieux, quoi. Mais après, c'est un peu tarte à la crème, hein, tout le monde dit ça. On va sur LinkedIn, on ouvre sur LinkedIn, c'est la première chose qu'on a. Mais c'est un peu ce que je vis au quotidien. Et ça donne une satisfaction personnelle de dire, bon, bah, je me suis pris des claques, mais je me suis relevé. Et puis, on verra où termine l'histoire, si elle se termine un jour. Mais je pense que j'aurais rien à regretter derrière. Que voilà, j'abandonne pas. Après, on dit toujours, faut faire attention non plus à pas trop aller dans un mur quand ça marche pas. C'est vrai aussi, tu vois. À un moment, faut passer à autre chose. Euh, donc, c'est trouver le bon équilibre entre je me bats, je vais au bout, et puis de temps en temps, je vais abandonner. En tout cas, je suis quelqu'un qui regrette pas euh, les erreurs que j'ai pu faire, qui apprend, mais qui regrette pas les mauvaises décisions qu'on a pu prendre. Est-ce que tu as des routines perso que tu as mis en place, soit dans je dirais, dans la phase normale de Influence for You ou dans cette phase plus compliquée qui t'ont permis de tenir et de renforcer ta résilience? Aujourd'hui, on a nos réunions d'équipe qui sont assez formalisées. Tous les matins, on a le sales meeting. Voilà, une fois par semaine, on a le techno meeting et puis le global meeting une fois par semaine aussi. Faut donner du rythme. Après, peut-être qu'on peut changer de temps en temps. Là, en ce moment, nous, on est très axé sur comment améliorer la transformation des rendez-vous de prospection. Et donc, on a transformé notre sales meeting du matin en réunion comment dire, de coaching où chaque commercial se coach l'un avec l'autre. Donc, il y a un commercial qui va pitcher comme un rendez-vous avec un client et les autres commerciaux qui disent ah ouais mais là t'as pas été bon, là t'as pas été bon et donc on a changé notre routine parce qu'on a un sujet sur la transformation aujourd'hui et on veut l'améliorer concrètement. C'est pas que du reporting toutes ces réunions là, mais par contre c'est vrai qu'il faut garder un rythme. Et nous ce rythme c'est bah, tous les matins 9h30 on a cette réunion commerciale une fois par semaine on a notre notre réunion globale, voilà. Quand tu as commencé tout à l'heure de nous parler des difficultés, tu nous as dit que ta femme était enceinte, qu'elle avait accouché un mois après. Comment tu as réussi à faire la part des choses entre ta vie, enfin, l'aspect pro et l'aspect perso de ta vie à ce moment-là, qui n'était pas, j'imagine, fait que de haut? Bah, clairement, tu le subis, hein. Les 3 premiers mois après l'accouchement de ma femme, c'était hyper dur, et elle l'a subi. Elle la difficulté de l'entreprise a eu, un plein impact sur notre relation personnelle, derrière c'était baby blues, c'était très compliqué et en relevant la boîte, ça a permis aussi de relever cette, relation-là et maintenant c'est au top, quoi. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez, qui va ensemble. De quoi tu es le plus fier sur cette dernière année qui est passée? De quoi tu dis? Tu es le plus fier sur cette dernière année qui est passée? De quoi je suis le plus fier? Ah, j'ai pas de choses particulières, c'est de
En gros, c'est d'avoir réussi à m'en être sorti et avoir redressé la boîte. Donc c'est vraiment un tout. J'ai pas de fierté particulière. Après, c'est ouais, c'est de m'être battu pour que ça fonctionne, quoi. C'est juste ça. Donc de rien avoir lâché, on va dire. Bon, c'est pas mal. On va bientôt rentrer dans la dernière phase avec le quiz des questions improbables. Est-ce qu'il y a une Oui. question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Non, non, non. C'était top. Voilà. J'écoute tes questions improbables. J'ai une petite question encore avant. C'est, tu nous as dit que tu avais créé la boîte avec ton frère. Ton frère, en off, tu m'as dit qu'il était parti avant, enfin qu'il y avait un certain temps. Comment on gère justement le fait de monter sa boîte avec son frère? Et puis, et quand il y en a un des deux qui décide de quitter l'aventure, comment ça se passe? Bah, on en parle. Déjà, ça faisait longtemps qu'il me disait, écoute, moi j'ai envie de faire autre chose. Quasiment en sortant de l'école, on a monté ensemble Influence for You. Moi, j'aimerais bien avoir d'autres projets. J'ai des enfants. J'aimerais bien m'impliquer plus dans la partie, euh, comment dire, économie d'énergie et avoir encore plus de sens dans ma vie. Et donc, j'aimerais partir. Donc, quand il me dit ça, après, on trouve les moyens de faire en sorte que ça se réalise. Ça s'est pas fait tout de suite. On a mis un an pour y arriver, mais ça s'est fait vraiment en très bonne entente. Et voilà, maintenant, il a un job qui a rien à voir. Il en est ravi et maintenant il suit toujours l'activité d'Influence for You. Il est toujours actionnaire et toujours avec moi pour me donner des conseils de temps en temps ou au comité stratégique qu'on a une fois tous les 2 mois. Donc ça s'est fait en discutant. On n'a jamais eu de relations conflictuelles ensemble. Au contraire, en totale confiance et c'est un vrai soutien d'avoir monté la boîte avec lui. Donc c'est des belles années qu'on a eues ensemble et on s'est enfin on s'est fortement rapprochés en fait parce que on avait 13 ans d'écart donc on n'a jamais vraiment vécu ensemble une relation de frères voilà au quotidien et donc on a vécu ça à travers la boîte donc c'est une belle aventure. Super. J'avais une question qui m'est venue et c'est la deuxième question qui part. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va passer aux questions du quiz improbable. T'es prêt? Oui, Donc, vas-y. je rappelle la règle. Tu as un joker par rapport à toutes ces questions. Alors, D'accord. est-ce que tu es plutôt thé ou café? Un café 8 par jour. Ça fait beaucoup. Ouais. Du coup, tu arrives quand même à dormir le soir? Ouais, ça va, ouais. Bon. Mais je bois du coca aussi pour compenser. Ah, bah, ça va être pas mal. Si un influenceur you pouvait parler, quel serait son mot préféré? Ah. Euh... j'en sais rien. Je sais pas. Je vais dire Joker, comme ça j'en ai plus. Voilà. Ce serait Joker. Bon, ok. Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, qui choisirais-tu et pourquoi? Je prendrais Deadpool parce qu'il est drôle et il a pas vraiment de super pouvoir si ce n'est qu'il est très fort partout. Et aussi surtout parce que j'ai un costume de Deadpool et j'avais mis moi déguisé en Deadpool sur ma photo sur Adopte un mec et c'est comme ça que ma femme a été séduite et a matché parce qu'elle m'avait trouvé très drôle en costume de Deadpool. Donc c'est un peu grâce à Deadpool que j'ai rencontré ma femme. Voilà, donc J'adore. clairement Deadpool. Bon. Si, quelle serait la chanson qui pourrait être l'hymne de Influence for You aujourd'hui? I Will Survive? Ah, j'étais sûr que tu allais dire ça. Ouais, c'est la Coupe du monde de football 98, on est obligé. Ouais, voilà. Si tes concurrents étaient des personnages de dessins animés, qui seraient-ils? Ah, les personnages de dessins animés. Euh, je vais dire Blanche-Neige et les sept nains, mais je m'inclus dans les nains en fait. D'accord. Parce que en fait, sur l'influence marketing, il n'y a pas de gros acteurs. On est tous ensemble des petits acteurs, des petits artisans. Donc on est tous des petits nains. C'est pas du tout péjoratif parce que je m'inclus dedans. Hein. Mais je trouve ça, voilà, c'est un peu l'image que j'en ai. Une famille, on est tous ensemble, on s'entend bien. On est concurrents, mais les gens Coopétiteur. sont plutôt bienveillants dans l'influence et on est ouais, voilà, compétiteurs, mais on est petits. Voilà. Mmh. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? Repas d'affaires. Je fais souvent moi les big boss.
On salue Voilà, Hervé après, qui va c'est te plus, sur ce podcast. voilà. Donc, j'ai un peu mangé n'importe quoi sur les plateaux au Club Med, donc plat bizarre, c'est plus manger un peu n'importe quoi. Voilà. D'accord. Quelle pourrait être la mascotte qui représente Influence for You? Euh, j'ai pas d'avis particulier, on va dire, parce que j'ai plus de joker, on va dire une loutre, mais c'est juste parce que ce que j'appelle, parce que mon fils, c'est sa mascotte à lui, et puis je trouve que c'est un peu une aventure familiale, donc j'ai gardé la mascotte de mon fils comme la mascotte de la boîte. Mmh. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Ouais, les 30 glorieuses, quoi, les années 60, c'est juste parce que ça avait l'air fun, insouciant, on se prenait pas la tête. Mais c'est plus l'époque que l'époque d'entrepreneuriat. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Bonne question. Je vais quasiment jamais dans les gastros. Maintenant, c'est un vrai plaisir d'y aller. McDo, j'aime bien ça, mais je vais dire gastro parce que c'est plus des expériences mémorables. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Hum, ouais, ça dépend des moments. En ce moment, ouais, on va dire vendredi soir quand même. C'est plutôt plus sympa. Voilà. Si Influence for You était une saveur de glace, quel serait le parfum? Euh, ouais, je vais dire vanille framboise parce que c'est un peu les couleurs d'Influence for You. D'accord. Est-ce que tu es plutôt Elon Musk ou Bernard Arnault? Ah putain, je déteste la vision d'Elon Musk, mais je pense il est beaucoup plus génial que Bernard Arnault. Et Bernard Arnault est peut-être trop traditionnaliste pour lui. Donc pour l'homme, j'aurais dit Bernard Arnault, mais globalement, quand même, pour ce qu'il fait, c'est plutôt Elon Musk. Dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? J'ai un tract pour un cours de danse libre sur mon bureau, parce que j'ai fait ça une fois, et j'ai zéro rythme, et j'ai trouvé ça trop fun d'aller à un cours de danse libre où tu viens et tu danses et tu fais n'importe quoi. Et j'ai gardé le tract pour me dire il faut que je le refasse parce que j'ai trouvé ça trop sympa. Donc voilà, c'est un truc assez étrange. Si des auditeurs veulent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? Ouais, ils peuvent me contacter sur LinkedIn ou m'envoyer un mail stéphane.bouillet@influenceforyou.com. Bon, bah, super. Écoute Stéphane, merci pour ton temps. Si, tu Avec veux plaisir. rajouter quelque chose, c'est encore le moment. Et puis, à très Mhm. bientôt et surtout rendez-vous fin 2025 pour, voir, à quel point tu as réussi, à tout transformer. Écoute, on verra. Je me le souhaite en tout cas. Eh ben, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Salut François-Joseph. À bientôt Stéphane. Bonne journée à tous. Ciao. Ciao.